Bonsoir. Vous ne devriez pas traîner toute seule ici le soir. Il y a plein de psychopathes qui se promènent dans ces ruelles. Ils n'ont d'autre but que de vous tuer de manière horrible. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans un coin pareil aussi tard? C'est dangereux. On ne sait jamais sur qui on peut tomber par ici. Je suis une pauvre cloche. J'ai laissé filer ma chance de devenir une vraie star. Maintenant regarde, Jimbo, à quoi j'en suis réduit. Vendre des virus à la sauvette dans le fond du gouffre de l'empathie humaine. Avec des raclures comme Simon double dose. Haha. Fais pas le gentil, Simon. Je sais bien pourquoi on t'appelle double dose. Me la fais pas. Personne ne s'appelle vraiment comme ça. Quoi? C'est vraiment ton vrai nom? Désolé. Depuis l'incendie, c'est plus la loose que jamais dans ce foutu trou à rats ignoble et dégoulinant de dessous de bottes du Seigneur Tout-Puissant. Qu'ils aillent manger les serviettes sales en enfer, je vais les empailler, ces foutus capitalistes. Les ténèbres tombaient sur le jardin comme maussade je m'assoupissais. Je m'assis tristement et seul comme un cosmonaute remorqué dans un convoi de poussière après la guerre cosmique. Je m'appelle Erika et j'ai 2 jambes. Je les rase, je tombe du haut de mes jambes et me fais mal. Les jambes s'enfuient et vont vendre des hérissons morts au bord de la route.
Lui, à chaque fois qu'il court, on se demande ce qu'il fout là. Il a plus envie. Ça crève l'écran. Pourtant, il est là. Il est toujours là. Son numéro floqué dans le dos, flanqué sur son bourricot, prêt à piétiner la terre entière. Chaque nouveau départ n'est plus qu'une formalité. Il tirera juste un peu plus la gueule au prochain. S'il rêve, bien sûr. Une fois descendu de son canasson, il rêve enfin. De n'importe quoi, du moment que ça ne sent pas le crottin. Le petit gars a cravaché dur, enchaîné les tours, jusqu'à tourner en bourrique. Il voudrait bien arrêter les ronds, tracer des formes plus hasardeuses que celles des hippodromes. Mais au-delà de l'arène, l'odeur du foin s'estompe. Les hennissements se font murmure. On ne joue plus, on ne court plus. Que va-t-il bien pouvoir faire cette nuit-là? Patapra. Il est tombé. Regarde l'état du bonhomme. La géométrie foireuse de ses jambes ressemble étrangement à ses rêves d'ailleurs. Patatra. Carrière foutue. La poursuite est finie. Rideau. Il vient de rattraper sa vie en stoppant son galop. Il déçoit. Il déçoit des millions. Les infirmières s'inquiètent. Et lui, il n'a jamais couru aussi vite. La planète Ikea, manuscrit retrouvé parmi les carnets de science-fiction de John. La planète Ikea fait partie de cette riche corporation de planètes industrielles touchées par la crise de la production. Aujourd'hui, ces paysages sont entièrement gelés dans une éternité d'apocalypse, et seuls subsistent, de loin en loin, skieurs ponctuels et mineurs à la recherche d'objets à récupérer. Un hiver infini s'étend sur toute la planète et de gigantesques mers gelées sont soulevées d'incroyables geysers brûlants. Le paysage aboli se résume à une plaine de neige cendreuse sans vallée, sans installation humaine autre que les grêles HLM chalets. Toute autre chose élevée a été rabotée par une érosion outrancière due aux pluies acides qui ont aboli les collines les plus aiguës. Plaque photographique de cauchemar, la neige noircie sous l'action rare d'éclaircies malades. Un ciel constamment orageux roule au-dessus de la planète, sans jamais se dissiper, et au fond du ciel, quelque intense activité atmosphérique gronde avec réserve. Des grappes entières de skieurs invétérés portent au loin un regard de colons paraplégiques, incapables de partir à la conquête d'espaces plus vastes. Ils étendent leurs chutes glissantes le long des pentes imperceptibles. Mais sous la neige, c'est un charivari coloré de matière faite de la main de l'homme. Ce sont des kilomètres d'épaisseur de déchets industriels de tout genre. C'est la raison pour laquelle les mineurs viennent forer le sol, comme dernier recours à la misère. Ils possèdent un capital improbable et impensable en matériaux manufacturés. Sur les milliards d'hectares, on trouve un empilement anarchique de panneaux de particules secs et poussiéreux, infâme parodie d'ardoises stratifiées. Les puits de forage plongent à travers les densités innommables de milliards de tapis prétendument perçants, carpettes, serpillères, rouleaux de moquettes déployés, serviettes éponges et plaques de feutre formant le socle glissant de régions entières. Cette planète n'est pas vide de vie. Courtilières, taupes et dipneustes fuselés font entre les couches de tissu leur terrier et leur vie, respirant au minimum, voués à des existences textiles, mais à l'abri et au chaud. Il est parfois dangereux de pratiquer des forages. Une équipe entière de mineurs est morte dans d'horribles souffrances après avoir mis à jour un filon nauséabond de laine de verre, d'amiante et de verre pilé. La pression exercée par les couches supérieures sur les verres à boire
les peintes et les carreaux de fenêtres est telle que ces innombrables objets sont réduits en fine poudre toxique qui, si on la respire, déchire les branches et se colle aux parois de la gorge. Les mineurs inventèrent une sorte de marteau-piqueur doté d'un capteur de son qui envoyait de fortes ondes à travers les couches d'ameublement écrasées. Le verre envoie alors des millions de réverbérations au capteur, comme autant de sons fantômes, de crissements, de tintements. Sous la pression, sous la chaleur, et pour peu qu'on tombe sur un vieux gisement, le verre devient une pâte homogène. De larges bancs de verre coulent avec pesance vers les failles tectoniques, de plus en plus liquides à la mesure qu'elles s'enfoncent. Les régions les plus désertiques présentent un sous-sol fait d'une stratification cauchemardesque de planches d'agglomérés et de médiums. Ils sont d'une telle dureté qu'il est pratiquement impossible de les percer. Le carton d'emballage, sous l'effet des précipitations, a tôt fait de devenir une pâte abjecte que les Miller appellent cartonnade et qui n'a aucune valeur marchande. Il faut parfois creuser des semaines dans la cartonnade pour trouver ne serait-ce qu'une balle de tennis. Un jour, les mineurs rapportèrent une curieuse histoire. Une cavité d'un diamètre gigantesque venait d'être découverte. Il s'avéra que la cavité était remplie à la moitié de feuilles mortes de platanes entassées là durant des siècles, et qu'une étrange charpente soutenait le plafond. On raconte que les platanes géants, utilisés pour la production de bois, couvraient des continents entiers et produisaient trop de feuilles que ne pouvait en absorber le sol pauvre de la planète. On ne souffrait de même pas les brûler, car elles dégageaient du monoxyde de carbone. En réalité, les feuilles de platane ne sont pas imputrescibles. Leur structure resserrée présente simplement un cycle de putréfaction très lent. Souvent, une feuille laissée dans les conditions hygrométriques très sèches de la planète peut garder son aspect durant 1000 à 2000 ans. Je vis dans une poubelle. Une poubelle qui a fait son temps, jetée dans un congénère plus fringante. J'habite l'inutile, un endroit sans grande perspective. On me fout la paix. Je n'ai envie de rassurer personne, alors cela m'arrange bien. Je répare ces vieux trous. Elle m'abrite. Nous sommes bien. Elle se laisse aller à des confidences. Plongeons dans le passé. Jeunesse. C'était une poubelle de salle de bain. Charmante, la pédale fluide, se donnant au premier qui la toucherait. Kidnappeuse de tampons, de coton-tige. Témoin gênant d'un corps qu'ils essaient d'oublier. Serait-il comme leur chat? Il a l'air si fragile, ce chat. Son prédécesseur est parti en 2 semaines. Il fallait oublier. Indispensable, la poubelle. Elle n'a pas vu venir ce vilain conteneur gris. Le petit ressort s'est tordu, un petit peu, un léger couinement. Puis l'avarice s'est propagée, le mécanisme s'est grippé. La pédale était foutue. Son aura en prit un coup. Elle rentrait dans le rang. Ils se baissaient, ils avaient mal au dos. Les gamins moins tendres lui filaient des coups de pied, toujours plus forts. Elle s'ouvrait malgré elle. Une bosse, puis 2. C'est cabossé de partout qu'on la remisa à la cave. Ingratitude. Alliée de circonstances. De circonstances. L'aspect pratique, elle ne l'avait pas vu, voisine du miroir. Elle ne l'avait pas vu. Nouvelle vie. La cave était pleine de compagnons d'infortune. Certains n'étaient même pas abîmés. Juste une question à eux. Des has-beens. Tous désœuvrés, ils faisaient bon vivre malgré tout. Déboussolés, chaque nouvelle arrivant était prise en charge par ses vieux habitants. Avec le temps, chacun s'acclimatait à l'idée qu'il n'était là pour aucun labeur précis. Pour rien du tout. Dans cette cave, on s'aimait bien. Il faisait bon d'être inutile.
clarté, noir pédagogue, noir permanent. Les objets, orphelins heureux de leur raison de fabrication, savouraient leur absence de statut. La nuit paisible prit fin brutalement. Un flot de lumière, salope. On dégage, on sépare, on fait place nette. L'harmonie, vous dites? Pas vu. Je l'aurais aperçu, nous sommes en plein jour. Les heureux propriétaires, non contents de garder cachés ces honteux objets, avaient décidé de les reléguer au rang de souvenirs. Le conteneur, encore 6 amis. Le camion, encore 2 amis. Puis c'est seule qu'elle a échoué la poubelle, dans l'immensité de la décharge. Il était entendu que M. Marcel Gignotte allait parler. De l'instant T jusqu'au moment où la trotteuse entamerait son 21e tour. M. Marcel Gignotte allait certainement parler. L'action se déroulant au point U. Il serait difficile à M. Marcel Gignotte de se trouver ailleurs ce 14 décembre. Sur la convocation, on lui signifia la raison pour laquelle ce jour-ci, il ne pouvait faire autre chose que se rendre au lieu dit de 15h21 à 15h41 précise. Un champ d'action réduit à peau de chagrin. Et la véritable information. Il s'agissait donc de trouver les bonnes correspondances ferroviaires et de connaître les autres facteurs à risque pour acquérir la certitude de se retrouver au point U dans le bon timing. Qui garderait Zara, la petite chienne qui partageait ses jours? Il lui faudrait fournir à l'éventuel gardien une ration des croquettes fétiches de la petite Zara. En aurait-il encore le jour venu? Cette possible pénurie future l'encouragea à filer au supermarché. Il constitua un stock conséquent de croquettes et le soir venu, le cœur léger, il s'endormit. Ce matin du 14 décembre, M. Gignotte pensa à son exposé culinaire de 15h21. L'objet de la convocation était limpide. Il eût été demandé de s'expliquer sur le pourquoi de son attirance répétée pour les mueslis. Bien sûr, il était évident que son rapport à la céréale ne pouvait se résumer à un simple carburant organique. L'agencement harmonieux d'espèces céréalières distinctes accouchant d'une pépite sujette au changement d'état au contact du lait fascinait M. Gignotte. La muesli lui procurait un plaisir simple qu'il partageait aisément avec Zara, qui adhérait aux convictions de son maître d'un vif fléchage de babine. Pourtant, l'idée de partager ses rêveries céréalières avec la même passion à un groupe d'inconnus, à un moment déterminé de sa vie, lui paraissait peu naturelle. Comment se mettre en condition pour 15h21, heure de digestion du déjeuner, un déjeuner semant le trouble sur les certitudes gustatives du matin? Souvenir. Passons. Mais comment transpirer d'une sueur gourmette cet après-midi, quand la crainte réquisitionnera la moindre perle indécise de son front? Désagréable convocation. Encore sous le choc des constrictions du boa administratif, il changea son régime alimentaire matinal et opta pour des biscottes. Son repas fini, il prit la petite Zara sous son bras et l'emmena chez sa voisine Eugénie. Il était écrit que M. Gignotte, de 15h21 à 15h41, au point U, exprimerait avec objectivité son ressenti vis-à-vis des mueslis devant la commission ZZZ chargée des retraites. M. Gignotte ne pouvait se résoudre à l'idée de ne plus pouvoir nourrir la petite Zara, qui atteignit déjà un âge canonique pour un chihuahua. Son voisin dans la salle d'attente.
Son voisin dans la salle d'attente semblait baver anormalement. Monsieur Gignotte mit ce fait étrange sur le compte du stress. Son pull vert bien trop moulant trahissait une syphose monumentale. On appela son compagnon. Celui-ci se leva mollement et avec une extrême lenteur s'engouffra dans la salle. Puis vint son tour. Justification. Croquette. Muesli. Zara. Monsieur Gignotte. Bonjour messieurs, dames. Commission ZZZ. Bonjour monsieur Gignotte, nous vous écoutons. Monsieur Gignotte. Je vais donc vous parler de mes céréales. Commission ZZZ. Pardon. Monsieur Gignotte. J'ai dit je vais vous parler de mes céréales. Commission ZZZ. Monsieur Gignotte, sachez que la commission ZZZ est spécialisée dans la salade et par conséquent le seul leitmotiv qui nous guide chaque jour est la salade. Un univers bien assez divers et étendu pour que nous n'ayons pas à écouter les inepties étrangères à notre sujet d'examen. Vous semblez fortement atteint d'une dérive céréalière. Monsieur Gignotte ne broncha pas. Commission ZZZ. Tirons un trait sur votre erreur, monsieur Gignotte. Pourriez-vous nous parler de laitue, mâche, roquette? Monsieur Gignotte était loin. Il s'agissait de trouver les bonnes correspondances ferroviaires. Fuir. Les bonnes correspondances ferroviaires. Fuir avec Zara. Les ténèbres sur la ville ondulante comme une couverture, la lumière. Je ne suis pas chez moi et je ne le serai jamais. Une forme ovale, luminescente, c'est un savon. Tous les savons ont une odeur spécifique, différente d'un savon à l'autre. Tout savon est une planète personnelle appelée à disparaître, en laissant derrière elle une odeur, une texture, elle aussi appelée à disparaître. Le savon est une lune dans le porte-savon, un astre aplati aux deux bouts, une lune humide et collante. Tu me connais bien. Tu m'as reconnu à l'odeur de mon hygiène. Et je l'aime. J'aime l'odeur de ton hygiène. Ta propreté n'est ensuite qu'un continent sur ta planète personnelle. Certains me disent que parfois, ils croisent des gens qui n'ont strictement pas d'hygiène. Mais je ne les crois pas. Tout le monde a de l'hygiène, mais certains l'utilisent du savon, d'autres de la salive et sèchent au soleil. Je suis reconnaissant de t'avoir entendu dire une fois que seul moi t'écoutais, les autres s'écoutaient ensemble. Que toute hygiène et que tout confort s'apparentait au fait d'apprendre à bien parler. Et ta salive est en moi, un des savons les plus doux. Les odeurs sont des points sur le continent. Les odeurs sont des briques dans le mur couché de la croûte terrestre et des strates la composant. Musique spontanée et gratuite. Métropole, pont, neige. Inondation, bois. Feu, vallée fluviale. Air froid. Air chaud. Ami-route. Ensemble. Lomo et Staga. Noukia et Sloko. Jaco le haricot. Route humide. Tous les gens. Tout ce qui pousse dans la terre.
Tout ce qui a été construit par des gens. tout ce qui rampe, Long walk, slip away. long walk, long quack, prochain arrêt, Le soleil se lève. il pleut, Le soleil se couche. buisson sur buisson, Graine ou algue. on est à mi-chemin, Baie toxique. racine à manger, Limace, araignée, fruit. pain de mie, Sous la route. la planète se couche, Dritosex. petit bois, Le temps de se réchauffer. légumes sous terre, Macha ne répond pas. pluie lourde, Nourriture souterraine. dynamo morte, Il neige encore. l'herbe ne repousse pas, On va. c'est l'automne, C'est l'hiver. la route tremble, Les arbres tremblent. le ciel tremble, La terre tremble. région, À côté de. région,